après l'émission d'avoir les réactions en direct. Voilà. Donc, Jean de Dieu ici, vous êtes à mes côtés. Bonsoir et merci d'être présent à cette émission. C'est surtout à vos côtés que je découvre que l'Afrique a des merveilles. Vous êtes une compétence. Bonsoir au monde entier. Merci à vous, Jean de Dieu. Ici, on rappelle également que d'autres panélistes nous accompagneront durant cette soirée. Nous aurons également le pasteur Pondi qui va aussi participer à cette émission. Mais avant donc de déguster le menu de ce soir, on va quand même prendre quelques minutes avec un ou deux panélistes sur une affaire, une actualité en tout cas. Il s'agit donc de l'affaire Tradex contre Total, ou comment la France-Afrique ressurgit dans le pétrole africain. Donc, Jean de Dieu ici et Luc Michel sont là pour nous en dire un peu plus sur cette affaire. Alors, je me retourne vers vous, Jean de Dieu ici, pour déjà planter le décor. Quelle est donc cette affaire judiciaire qui oppose donc l'entreprise camerounaise Trades et la multinationale française Total en République centrafricaine? Manuel Asike, je ne sais pas pourquoi vous m'accueillez avec une affaire aussi délicate. Ce n'est pas un piège, j'imagine, mais c'est une affaire qui peut me permettre davantage de conjuguer les mêmes verbes, c'est-à-dire les forces exogènes qui entrent en concubinage incestueux avec les forces endogènes dans nos petits pays, et nos petits pays sont déstabilisés. C'est également une grosse affaire qui nous permettrait de voir la manifestation de ce que j'avais établi, la théorie de 5 E qui est imposée par les Français dans leur impérialisme constructiviste. C'est-à-dire que les 5 E vont nous conduire à porter les énergies en Afrique et pour aller nourrir les Français de génération en génération. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps pour parler de cette affaire lugubre et macabre. Je dois tout simplement rappeler qu'il a été imposé, comme dans d'autres pays, le processus de privatisation. Et la grande société qui gérait le pétrole de l'État souverain, la République centrafricaine, ça s'appelait Petroca. Et le 29 octobre 1999, on a décidé de la privatisation de cette société. Et donc le pétrole, les produits pétroliers de la Centrafrique devraient être commercialisés par des sociétés étrangères. Et donc, on a divisé donc ce gâteau en 3, A, B et C. Et il va se passer que les sociétés françaises, d'abord Shell va désister, et 2 sociétés françaises vont faire fusion pour être plus fortes, c'est-à-dire Total et Elf. Cela va durer, ça sera un monopole français jusqu'à la date du 25 juillet 2006, où la société Tradex, une société africaine aussi, va se présenter, va acheter les parts du marché. C'est-à-dire que désormais, Elf va gérer le lot B, qui est constitué seulement de 21 stations. Mais le lot B aura un problème. C'est ça le véritable problème qu'on va examiner. C'est-à-dire, sur les 21 stations-service, il y a une qu'on appelle la station-service Les Martyrs, qui serait une station stratégique. Et Total ne veut pas libérer. Il y aura des négociations et Total sera obligé d'être donc cité, d'être conduit au tribunal. Parce qu'évidemment, malgré tout le désordre que vous observez en République centrafricaine, on va voir à la suite que les instances judiciaires vont fonctionner. Ça fait que le 14 juin 2011, le jugement qui est rendu par la première instance ordonne l'expulsion de Total de la station-service Les Martyrs. Et somme Total a payé une somme de 500 millions de francs des colonies françaises d'Afrique à Tradex. On est parti de la grande instance. Il y a eu confirmation de cette décision le 27 juillet 2012 à la cour d'appel. C'est Total qui voulait résister. La même décision sera confirmée le 23 décembre 2015 par la décision, et là on croyait que c'était une décision définitive de la Cour de cassation. Ça ne va pas suffire.
Il faudrait maintenant passer à l'exécution de la décision de justice. Et le 22 janvier 2016, donc, les choses sérieuses commencent. Parce que Maître Brice Baïdou, qui est donc huissier de justice près les tribunaux de Bangui, décide de passer à la vitesse supérieure. Il va demander qu'on saisisse les biens de Total. Il va demander l'expulsion de Total des sites de la station Les Martyrs. Cela sera fait et le 3 janvier, les clés de la station seront remises à Tradex. Et les Africains pouvaient sourire et applaudir. Que malheureusement, vous allez voir, la suite dont je vous parlais d'une affaire lugubre et macabre, la suite c'est que le directeur général de Total, c'est un Centrafricain. Il s'appelle Patrick Kifio. Le Centrafricain est utilisé pour la circonstance. Parce qu'il est venu remplacer le Français qu'on appelle Olivier Sabrier. Lui, on l'a envoyé en Guinée équatoriale. Et le Centrafricain, vous savez, les Français, pour mieux mater les Noirs, utilisent les instruments des chartes nègres. Voilà comment Monsieur Safio, Kifio, viendra briser les scellés. Cela se passe exactement le 4 février. C'est-à-dire qu'il y a violation de la décision judiciaire. Il méprise les décisions de justice de son pays. Il est désormais français par le fait, par la praxis. Lorsque cela est fait, il y a autre chose que les Africains doivent noter. Il y a un acteur pertinent, j'allais dire impertinent, qui va intervenir. Il est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il est également porte-parole du gouvernement centrafricain. Lui, il s'appelle Dominique Saïd Panginji. Sous la pression de l'ambassadeur de France en République centrafricaine, il faut qu'on donne son nom. Son nom, c'est Charles Malinas. Charles Malinas, qui est venu remplacer un autre ambassadeur qui a causé beaucoup de tort et qui était à l'origine de ce problème. Lui s'appelait Alain Guirma. Alain Guirma était là en 2007. Alors Charles Malinas, qui menace donc le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement centrafricain, le contraint de détruire toutes les décisions de justice. Et ça va passer de la décision judiciaire à une décision politique. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, va contraindre le procureur général près des tribunaux de Bangui de détruire et d'arrêter lui qui avait le zèle d'appliquer le droit et d'exécuter les décisions du droit. Ce monsieur sera ridiculisé. Et voilà. Alors, pour qu'on comprenne bien, les décisions ont été annulées ou alors l'affaire a été suspendue. Au moment où je vous parle, avec la décision de ce ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement centrafricain, toute cette histoire judiciaire est annulée. Et donc Tradex, on revient donc au point de voilà départ. pourquoi nous sommes devant l'affaire Tradex Total. Mais les dirigeants de Tradex vont-ils décevoir les Africains nationalistes que nous sommes? C'est des questions importantes. La dernière illustration que je m'en vais donc faire à partir de cette affaire, je vous avais dit, l'Élysée, le Matignon, le Quai d'Orsay, c'est le premier E. Et dans ce premier E, on peut déjà ramasser les acteurs pertinents. Le premier acteur, je l'ai dit, qui représente le Quai d'Orsay, c'est Charles Malinas et Alain Guirma, qui avait commencé en 2007 avec cette affaire. Vous progressez avec ces ambassadeurs qui persécutent donc les institutionnels locaux. Lorsque je dis les forces endogènes sont en concubinage incestueux avec des forces exogènes, notez que dans cette affaire, voici le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il faut noter son nom, ça s'appelle Dominique Saïd Panginji. Avec Patrick Kifio, qui est le directeur général de Total, un centrafricain, pour défendre les intérêts français au détriment des intérêts africains. Vous descendez donc, vous avez le E qui est des entreprises, et là, commencez par
le président directeur général de Total. Notez son nom, il s'appelle Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné a donc les représentants sur le terrain, parmi lesquels Olivier Sabrier, que j'ai cité, et Patrick Kifio, qui est maintenant, il est à la fois endogène et exogène. Il est ce qu'on appelle en français, c'est un chakre nègre. Vous continuez donc avec tous les autres E. Vous comprenez que le dernier E, c'est des énergies qui doivent aller et converger vers Paris. C'est ça que j'avais établi comme constructivisme ou impérialisme de consommation des énergies de la périphérie pour nourrir les grands centres. Et c'est ça l'objet fondamental de votre débat aujourd'hui. Tout à fait. Le pétrole africain. Ouais. Est-ce une malédiction? Les richesses du sol et du sous-sol en Afrique. Voilà la responsabilité des Africains. Justement, vous avez parlé d'endroits stratégiques quand vous parliez de cette station martyre. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, endroit stratégique? La station martyre, qui est une station d'une grande rentabilité, qui est une station de représentation, voudrait donc être confisquée par Total. Une image qui voudrait dire que la France, globalement, passant par le Quai d'Orsay, les entreprises, quand je dis entreprises, vous voyez la monnaie, etc., et les états-majors, vous voyez, opération Sangaris, etc., c'est pour aboutir à la continuité, j'avais dit, de l'esclavage déportation qui a évolué en colonisation, et nous sommes en période de néocolonialisme qui est plus brutale. Parce que vous voyez, par cette agression des institutions de la République, agression de des juridictions, agression psychologique, agression spirituelle, lorsque vous organisez tout ça, vous comprenez que l'État centrafricain est dans on assiste en tout cas à une domination d'une puissance étrangère sur une domination qui est l'imbécilisation totale de cet État et des institutionnels de cet État, une domination qui est l'annihilation et, j'allais dire, René Dumont venait parler des États africains étranglés. Voilà un État mal parti. Voilà un État étranglé. Voilà. Merci à vous, Jean de Dieu, ici. Luc Michel, vous êtes également au fait de cette actualité. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, on est caricaturalement au cœur de la France-Afrique. On a une multinationale française, aidée par la diplomatie française, qui s'assied sur la totalité des institutions judiciaires jusqu'à la Cour de cassation de la Centrafrique et qui le fait avec l'aide des autorités politiques. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça, Luc Michel? Peut-être que vous continuez. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est la situation, on sait ce que la Centrafrique a enduré ces derniers jours? Est-ce que c'est la situation politique qui dominait là-bas de ce côté-là pour que ces instances judiciaires puissent quand même se laisser dominer par une autre puissance étrangère? Elles ne se laissent pas dominer. Elles se font dominer par les politiciens locaux qui sont au service de la France. Actuellement, en Centrafrique, c'est l'ambassadeur de France qui est le patron. Ça nous a été confirmé. Et c'est l'armée française, en fait, qui tient la situation. Il faut quand même constater quelque chose quand vous voyez tout ça. Qu'est-ce qui fait le ministre de la Justice? Qu'on comprenne bien. Il n'annule pas les décisions des tribunaux. Il les rend inexécutables. Il dit il n'est pas question de vous prêter des policiers ou des militaires pour aller vous emparer des biens auxquels toutes les juridictions de Centrafrique vous donnent la propriété de l'exploitation. Il y a derrière ça une autre affaire. Je vais vous la donner. Ce n'est pas une anecdote, c'est révélateur. Lorsque Tradex rentre dans le pétrole centrafricain, elle doit obligatoirement devenir actionnaire de la société qui gère le pétrole en Centrafrique, qui s'appelle la SOCAPS. Et elle doit recevoir 20% des actions de cette société, Total ayant 20%. Tradex libère les parts, les paye. Il libère le capital. Il se dit, je vais rentrer dans les choses qui sont prévues. L'ambassadeur de France dit non. Total dit non. Total, il dit, pas question que Tradex ait 20% comme nous. Une réunion qu'on appelle de concertation, mais vous allez comprendre en quoi elle consiste, est organisée. Le président Bozizé est là, le ministre du pétrole est là, les gens de Tradex sont là, les gens de Total sont là, et s'invite à la réunion l'ambassadeur de France, Alain Guirma. On est en 2007. Et Alain Guirma dit textuellement devant les gens de Tradex, c'est très simple, la décision que vous avez à prendre, elle n'est pas économique ou privée, elle est politique.
Rappelez-vous tout ce que nous avons fait pour vous. Bozizé prend une décision. Tradex reçoit non pas 20 mais 15%. Et Total reçoit 25%. Total reçoit 5% des parts de Tradex qui ont été payées par Tradex. On n'a jamais remboursé Tradex. C'est exactement ce qu'est. Lorsque je vois une réunion comme ça, écoutez, il n'y a qu'une personne qui manque dans cette réunion, c'est Jacques Foccart, le père de la France-Afrique. On en est là. On en est dans un degré de suggestion qui est inacceptable et qui ne serait pas accepté ailleurs en Afrique. Essayez de faire ça en Guinée équatoriale, essayez de faire ça au Maroc ou en Algérie, essayez de faire ça hors d'Afrique, vous verrez le résultat. Voilà, vous parlez justement de Foccart. Résumez-nous un peu cette affaire de France-Afrique. Je vais vous expliquer. La France-Afrique, parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, mais que beaucoup de gens n'ont pas défini. 1958-60, De Gaulle se rend compte, il arrive au pouvoir, et lui, il se rend compte qu'on ne tiendra plus l'empire colonial français. Ils font le calcul que les colonies leur coûtent cher. Ils pensent donc à un système pour garder le contrôle politique de leurs anciennes colonies, garder le contrôle économique et en fait, on va le dire d'un mot, voler la décolonisation aux pays du précaré. Ils mettent au point un système, ils créent une cellule Afrique à l'Élysée, qui est confiée à un conseiller spécial, c'est Jacques Foccart. Et Jacques Foccart met un système qui est à la fois mi-officiel et mi-clandestin. Il y a la diplomatie française, les ambassades, les services secrets français, l'armée française, c'est le pilier officiel. Il y a un deuxième, c'est ce qu'on appelle les réseaux Foccart. À l'époque, on a employé un mot, c'est les barbouzes. D'où est-ce que ça vient, les barbouzes? C'est un terme de la guerre d'Algérie, c'est que les espions français mettaient des fausses barres pour ne pas être reconnus. Fausses barres barbouzes. C'est exactement ça. Les barbouzes s'emparent d'un certain nombre d'États. C'est eux qui structurent l'armée, la police, l'administration, par exemple, dans le Congo-Brazzaville de l'abbé Fulbert Youlou. C'est eux qui travaillent avec un des piliers de la France-Afrique, évidemment, c'est Houphouët-Boigny. Ça, c'est le deuxième pilier clandestin. Les barbouzes organisent aussi, lorsqu'il le faut, ils organisent des coups d'État, ils organisent des changements de régime, ils organisent des assassinats en très grande quantité, il y en a eu au Cameroun notamment. Ça, c'est le second pilier. Et le troisième pilier, vous allez comprendre pourquoi on plonge avec les deux pieds dans la mer de Total qui s'appelait Elf à l'époque, c'est que la France-Afrique, elle est structurée comme troisième pilier sur les multinationales françaises, dont Areva dans l'uranium, et la principale d'entre elles, qui est Elf, qui après sa fusion avec Total va s'appeler Total. Qu'on comprenne bien ce qui se passe à ce moment-là, non seulement ils gardent le contrôle de tous les pays du précaré français, mais ils interviennent dans l'ancienne Congo belge, où ils organisent les deux sécessions du Katanga, avec Moïse Tshombe par exemple. Ils interviennent au Nigeria, où ils organisent la sécession du Biafra. C'est ça la France-Afrique, c'est un système. Tous les présidents français, De Gaulle s'en va en 1969, continuent. En 1975, Jacques Foccart, parce que Giscard d'Estaing, lui, n'est pas gaulliste, donc il veut des hommes à lui, il est mis dehors de la France-Afrique, de la cellule Élysée, il est immédiatement engagé par Elf, pour lequel il crée un service secret privé, qui continue l'histoire. Ce sont les gens, notamment le service secret privé d'Elf, qui parrainent la sécession du Biafra. On est dans un système, maintenant on est en 2010-2015, il y a deux manipulateurs, deux marionnettistes, c'est Sarkozy ou Hollande, qui nous disent non, la France-Afrique n'existe plus. On vous fait des discours, mais regardez l'idéologie du discours. François Hollande, il dit non, maintenant c'est l'Afrique-France, c'est le gagnant-gagnant. Lorsque vous voyez la pratique de Total dans l'affaire dont nous parlons en Centrafrique, il n'y a pas de gagnant-gagnant. Il y a des Africains spoliés avec le concours des gens qui sont derrière. On est donc dans un système mafieux. Il faut quand même savoir quelque chose, parce que c'est la dernière chose pour bien comprendre, c'est que avant l'année 2007-2008, où les États-Unis s'intéressent directement à l'Afrique et lancent un mouvement de recolonisation, la France, elle fait le gendarme occidental de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on laisse la France faire à peu près ce qu'elle veut, pas seulement dans l'ancien précaré français, mais dans de nombreux pays. Il y a notamment le soutien à la dictature de Mobutu au Zaïre, par exemple, qui est organisé par le français avec le soutien des Américains. On a donc un système qui vise véritablement à spolier les Africains des bénéfices de la décolonisation.
Voilà. Donc, Luc Michel, voilà, j'aimerais vous demander quand même quel rôle jouent ces multinationales pétrolières en Afrique, mais on en parlera dans la suite du débat. On va peut-être se focaliser sur Total. Total, c'est assez simple, c'est le pilier de la France-Afrique. C'est-à-dire que c'est une matière stratégique pour les Français, évidemment. Ça permet à la France d'avoir, qui ne produit pas de pétrole, comme tout le monde le sait, d'avoir du pétrole et du gaz bon marché. ELF, c'est un super conglomérat industriel qui a notamment repris des activités de fabrication d'armement, les missiles Matra, qui est actionnaire d'autres groupes français et qui fait littéralement, dans un certain nombre de pays africains, la loi. Je vous l'expliquais, il y a un service secret au sein d'ELF dont rien ne permet de dire qu'aujourd'hui il n'existe plus chez Total. Moi j'ai enquêté sur les réseaux par exemple qui déstabilisent la Guinée équatoriale, où on retrouve aussi Total. Eh bien on retrouve ce qu'on appelle des barbouzes. On retrouve des types équivoques qui sont avec un pied dans la presse, un pied dans la diplomatie française, un pied dans les services secrets, qui infiltrent les ambassades, 2 fois l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris, qui organisent, qui sont en liaison avec des réseaux de mercenaires, etc. ELF, évidemment, fournit la logistique, discrètement. Tout ça se passe dans la coulisse. Officiellement, ELF, c'est un groupe français très propre qui s'occupe de pétrole écologique et de choses pareilles. Mais le discours sur le fait que la France-Afrique n'existe plus, quand vous allez au détour d'affaires comme celle dont on vient de parler, on découvre que le bloc de la France-Afrique est toujours là, qui fait la loi dans certains pays. En France, en Centrafrique, visiblement, c'est l'ambassadeur de France qui fait la loi. Voilà, pour terminer justement avec cette affaire avec vous, Luc Michel, vous avez tantôt parlé des barbouzes et vous parlez souvent du livre La fabrique des barbouzes sur la France-Afrique. Pour terminer, dites-nous un peu plus. C'est le livre que tous les Africains doivent lire. C'est un livre qui est dû à l'historien français Batt. Il est sorti courant 2015. C'est un homme, c'est un archiviste au départ. Il faut savoir que depuis quelques années, on a accès aux archives de Gaulle au moment de la cellule de l'Élysée. On a accès à toutes les archives en partie. Je doute bien qu'elles ont été épurées, mais on a accès à de grandes parties aux archives de Foccart et au rapport des fameux barbouzes. À partir de ça, le livre de Jean-Pierre Batt explique comment on met en place la France-Afrique, comment elle devient rapidement un des piliers de la politique du contrôle français de l'Afrique. Et il explique pourquoi il dit la fabrique des barbouzes, parce que, effectivement, les réseaux Foccart servent à fabriquer ces agents d'influence qui vont très loin, parce qu'ils deviennent conseillers de présidents comme Houphouët Boigny, comme Fulbert Youlou au Congo-Brazzaville, dans d'autres pays. Ils organisent les sécessions du Biafra. On est au Congo belge, hein. Imaginez-vous, on n'est plus dans le précaré français. Ils organisent la sécession du Katanga, du Biafra. Ils organisent des opérations de mercenaires un peu partout. L'un des hommes des réseaux Foccart, il est connu de tous les gens qui s'intéressent à l'histoire du mercenariat, c'est le fameux Bob Denard. Bob Denard est intervenu dans combien de pays africains on le voit apparaître en 1964, lorsqu'il y a la seconde sécession de province contre Mobutu, cette fois-là au Congo. C'est 4 ans après la mort de Lumumba, et on voit Bob Denard intervenir avec des mercenaires français, visiblement protégés dans quasiment toute l'Afrique. Derrière, évidemment, quels sont les pays visés? Généralement, ce sont des pays, comme par hasard, où il y a du pétrole, où Total s'intéresse à ça. Il y a aussi Areva, évidemment. Donc, il faut que les Africains lisent ça. C'est le livre le plus récent, mais c'est surtout, comment je pourrais vous dire, c'est un projecteur sur la façon dont on tient des pays africains et sur la façon dont on les tient encore aujourd'hui. Parce que vous pourriez dire cette histoire, nous sommes en 2016, on est en 1960-70, ils sont toujours là. Les barbouzes sont toujours là. Les pratiques des multinationales sont toujours là. Et surtout, c'est l'intérêt du livre, il explique comment le principal moyen d'action de la Centrafrique, à part l'action clandestine ou semi-clandestine, ce sont justement les multinationales françaises. Quand vous avez lu ça, vous ne croyez plus au beau discours de l'Élysée, vous ne croyez plus au beau discours de Sarkozy ou François Hollande sur les droits de l'homme et toutes ces sucreries avec lesquelles on veut endormir les Africains. Voilà, merci à vous Luc Michel et bien sûr Jean de Diaïssi pour cet éclaircissement.
en ce qui concerne cette affaire qui oppose donc la compagnie Tradex à celle de Total. C'est en République centrafricaine. Alors c'est bien avant, en tout cas, que l'information n'embrase les grands médias internationaux. C'est aussi bien pour les Africains de connaître cette affaire par la voix de l'Afrique et par les Africains, bien sûr, dans une chaîne de télévision africaine. En tout cas, Afrique Média reste au fait de cette actualité et nous en reparlerons certainement dans nos prochaines éditions. On va donc prendre cette courte transition et enfin ouvrir le débat sur les deux thématiques de la soirée. Voilà, retour sur ce plateau, on aborde la première thématique de la soirée, pétrole, source de conflit en Afrique, c'est donc une interrogation. Nos panélistes vont essayer de répondre à cette question. Je vais me tourner vers vous, docteur Yan, pour essayer de faire une évaluation, même si elle n'est pas mathématique, mais quand même de manière générale, pour qu'on comprenne, en tout cas, le développement qui va s'en suivre au cours de ce débat. Et quelle est aujourd'hui la valeur du pétrole dans le monde? Quelle est sa place? Écoutez, c'est une matière qui, forcément, en tant que source d'énergie, va progressivement perdre de son importance. Mais il faut comprendre que le monde actuel, toute l'économie actuelle est basée sur le pétrole. Toute l'économie actuelle. Il y a eu cette bataille à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le moteur à explosion à 4 tonnes a été normalisé réellement qu'en 1905. Et bien avant ça, il y avait d'autres sources d'énergie pour faire tourner les moteurs. Mais les lobbies du pétrole à l'époque étaient beaucoup plus puissants et ont pu imposer finalement les moteurs à explosion qui utilisent du pétrole. Le monde occidental, disons tout ce qui est Europe, Amérique, le monde dit industrialisé, eh bien, fonde son économie sur une énergie disponible et bon marché. C'est pour cette raison que vous avez toutes ces routes qui parcourent les pays européens, l'Amérique du Nord, dans des zones forestières complètement inhabitées. Et c'est grâce à cela, en fait, qu'on a pu bâtir une industrie lourde facilement. Parce que quand il faut utiliser à la fois, à un moment donné, la production d'énergie était basée sur le charbon, mais il s'est avéré à la fin du 19e siècle, au début du 20e, que le pétrole était beaucoup moins cher que le charbon. Et on a spécialisé ces deux matières premières pour mettre le pétrole en avant, qui rapportait beaucoup plus d'argent. D'autant plus que les moyens de locomotion naissant, on est passé par exemple de la locomotive à vapeur qui utilisait le charbon pour les locomotives qui utilisaient désormais du diesel, du fuel. Et c'est comme cela que progressivement, avec la vulgarisation des voitures, des automobiles dans les années 1930 avec la révolution de Henry Ford aux États-Unis, eh bien l'automobile se démocratise et voilà ce qui va installer clairement au cœur de l'économie internationale le pétrole. Et toutes les négociations, tous les grands conflits, les grands traités du XXe siècle pour l'essentiel étaient basés sur le partage du pétrole. Les négociations de Yalta en 1943, Potsdam, pour gérer la guerre, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les visées de l'armée allemande sur l'Égypte ou sur l'Arabie Saoudite, sur le Caucase, c'était pour contrôler le pétrole. Si vous prenez toutes les guerres qui ont eu, ou l'essentiel des guerres qu'il y a eu au XXe siècle, elles tournaient autour du pétrole. Nous reviendrons en Afrique pour dire que aujourd'hui le pétrole prend une importance particulière parce que l'Afrique aujourd'hui représente 30% des réserves mondiales. Quand vous avez 30% des réserves mondiales d'une matière stratégique comme celle-là, forcément vous attirez la convoitise des autres. Et ça, c'est ce que l'on savait en 2010. Avec ce qui est trouvé aujourd'hui dans le lac Victoria, toutes ces choses-là, eh bien, il n'est pas exclu que la part de l'Afrique le pourcentage soit plus élevé. Et vous avez quand même le fait que en Afrique, vous trouvez les bassins forestiers les plus anciens. Le Sahara a été pendant très longtemps une forêt luxuriante. Le pétrole, c'est pas autre chose. C'est tout cela qui va, au fil des millénaires, former le pétrole. Vous avez donc le bassin du Congo lui-même,
qui est un poumon aujourd'hui pour l'oxygénation, mais en fait, où vous avez une fossilisation, une régénération des espèces qui fait que c'est en réalité aujourd'hui une nappe de pétrole. Donc, vous avez tous ces conflits qui ont marqué l'Afrique, le conflit au Mozambique. Tout le monde sait maintenant pourquoi on faisait la guerre au Mozambique. Tout le monde sait pourquoi on a fait la guerre en Angola. Tout le monde sait que le Biafra a laissé l'histoire de sécession. Ouais. Ça, c'était de la cosmétique pour donner l'impression qu'il y avait des gens qui étaient fâchés. Non, c'était pour contrôler le pétrole nigérian aujourd'hui, qui a d'ailleurs, dont les conflits ne sont pas encore finis. Le MEND avec les revendications, tout le monde se souvient de la mort de Ken Saro-Wiwa. Il y a tout le problème que le Cameroun, qui a perdu près de 15 ans, je crois pratiquement 20 ans, dans un conflit parfaitement inutile, mais c'était pour contrer la presqu'île de Bakassi qui regorge de réserves pétrolières. Donc, on peut aller jusqu'à la sécession du Soudan, aujourd'hui la Libye, tout le monde sait ce qui est en train de se passer. Le Ghana, on sait que la Côte d'Ivoire, malgré tout ce que les gens pourront penser, c'est le contrôle des ressources pétrolières de la Côte d'Ivoire qui sont tout simplement scandaleuses lorsqu'elles ont été trouvées entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, la part ou le poids du pétrole dans l'économie mondiale est extrêmement important. Mais l'élément central, et c'est ça que les gens doivent retenir, l'élément central, c'est que le pétrole est l'une des matières qui contribue à l'accumulation primitive. Or, l'accumulation primitive constitue le premier moment de constitution du capital qui va donc permettre d'enclencher définitivement le développement des nations. Pourquoi? Les marges sont énormes. Jusqu'au moment où le baril de pétrole coûtait $100, de nombreuses multinationales faisaient facilement 50-60 milliards de dollars de bénéfices. Lorsque vous vous retrouvez avec 50-60 milliards de bénéfices pour une seule multinationale, eh bien, vous commencez à vous demander, je vous rappelle que 50 milliards de dollars, c'est le PIB du Cameroun. Et lorsque vous avez une seule multinationale qui a cela comme bénéfice net au cours de l'année, vous commencez à comprendre l'importance stratégique du pétrole. Et quand vous entendez qu'un pays comme l'Arabie Saoudite a 750 milliards de dollars de réserves, vous commencez à comprendre l'importance stratégique du pétrole dans le monde. Lorsque vous voyez un pays comme la Chine, qui est devenue la première puissance économique du monde, vous constatez que toute l'économie de la Chine est basée normalement sur ces industries fossiles, vous commencez à le comprendre. Donc en réalité, même si le prix a chuté aujourd'hui jusque très bas, et que les gens pensent que nous sommes à une période de transition énergétique, on en a beaucoup parlé à COP21 dernièrement en Europe, mais en réalité, il faudra beaucoup de temps avant que nos centaines de millions de voitures ne puissent plus utiliser du pétrole. Il faudra beaucoup de décennies avant que nos bateaux, nos avions et tout ce que nous avons qui est automobile ne puissent plus utiliser le pétrole et les hydrocarbures de manière générale. Et il faudra bien longtemps avant que l'essentiel du chauffage dans les pays qui connaissent l'hiver comme saison puisse basculer totalement sur une autre source d'énergie. Donc, vous allez voir que beaucoup de pays, même en Afrique, ont utilisé les revenus pétroliers pour les réinvestir dans le développement de projets extrêmement importants, les projets d'infrastructure. Vous avez tous ces pays. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale ne tire pas son confort d'autre chose. Beaucoup de pays n'ont pas su négocier un certain nombre de contrats pétroliers. Il y a un de mes amis qui publiait le droit des hydrocarbures il y a quelques années et j'ai dû relire ces 800 pages de manuscrits. Quand vous lisez parfois le code pétrolier de certains pays ou le code gazier, vous vous demandez si on leur a dicté quelque chose ou si ces gens écrivaient en tenant compte de leurs intérêts. Donc, je vais essayer de conclure en disant, écoutez, lorsque vous avez une ressource qui vous permet d'accumuler du capital, vous devez forcément la contrôler au mieux. Lorsque vous avez une ressource qui vous permet d'accumuler du capital que vous allez pouvoir réinvestir pour construire des écoles, former les gens, les routes, les aéroports, les ports, etc., ça attire la convoitise des autres. Et ce qui va se passer, c'est que les pays qui sont bien avisés vont, au moment où on découvre leur pétrole, ou au moment où ils découvrent le pétrole, s'assurer d'être capable de le défendre. Le Brésil a commencé à développer sa marine lorsque le Brésil s'est rendu compte qu'au large de ses 8000 km de côte, il avait des réserves pétrolières qui lui permettaient de jouer parmi les plus grands. Donc, la question
de la problématique de la place du pétrole en Afrique est une problématique qui a toujours été exploitée particulièrement par la France. On a vu toute la guerre d'Algérie. Le fait que la France ne voulait pas quitter l'Algérie n'était pas du tout parce que l'Algérie était si belle. L'Algérie, c'est du désert, il n'y a rien d'intéressant. Mais c'est parce que, et aujourd'hui on comprend pourquoi, l'Algérie est l'un des plus importants producteurs de pétrole en Afrique. On ne le savait pas à l'époque, maintenant on le sait. Pourquoi est-ce que des pays comme le Cameroun ont toujours été dans la ligne de mire? Parce que tout le monde sait, depuis les années 40 et 60, que tout le pourtour du lac Tchad est fait de pétrole et que toute la zone du golfe de Guinée, déjà dès les années 60, je vous rappelle que les pays comme l'Angola n'ont connu de guerre civile que parce qu'on voulait contrôler le pétrole. D'accord. Voilà, merci à vous, docteur Yan. Monsieur François Bikoro, justement, le docteur Yan a parlé du Cameroun. Il y a également d'autres pays, dont le Tchad, le Nigeria, qui sont aujourd'hui ces pays-là qui subissent en tout cas plusieurs attaques, des conflits interminables, des tueries, le terrorisme. Et pour la plupart de ces conflits se déroulent justement pour la plupart dans les zones où sont souvent découverts ces puits de pétrole ou encore à proximité. Ça vient quand même corroborer cette thèse selon laquelle le pétrole serait une source de conflit. Quand vous avez la chance inouïe de présenter à la face du monde ce genre de talent comme le professeur, on ne peut plus se hasarder à rentrer dans le domaine technique. Tout a été dit par cette étincelle de lumière que vous avez amenée sur ce plateau. Il s'agit de magnifier ça aux yeux du monde. Nous ne pouvons que, de façon induite, rassurer ceux qui n'ont pas bien compris la manifestation, les causes, les conséquences du pétrole dans le monde, dont nous ne subissons que quelques métastases, avec des exemples précis. Des gens qui sont vivants. Vous savez que l'ancien président congolais est vivant. L'actuel président congolais est un acteur. Il est vivant. Ils savent très bien que tout le monde a vu à un moment donné au Congo-Brazzaville des Congolais s'appelaient Cobra. Un matin, d'autres pitons, d'autres lions blessés, ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Et ils voyaient qu'à leur tête, c'était des anciens présidents ou des présidents. Les Bernard Kolela, les Patrice Lusuba, le président congolais actuel. On a vu en plein Brazzaville, c'est-à-dire on ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Jusqu'au jour où la France elle-même, dans le choc de ces différents systèmes pour le contrôle de l'Afrique, est allée interviewer le président déchu, qui est tombé comme un fruit mûr. Et il a dit non, mon erreur à moi, c'est d'avoir signé avec les Russes et les Chinois. On dit comment ça? Il dit non, Total ne me l'a jamais pardonné. J'ai dit c'est écrit noir. Total et Elf. Pour bien comprendre ce que le professeur vient de dire. Il y a une région qui s'appelle Aquitaine en France, parce que quand les gens appellent Elf, Totafina, Aquitaine, ils ne savent pas de quoi il s'agit. L'histoire a ceci de particulier, c'est comme la cola. Ça irradie les mains, comme le dit souvent Jean de Dieu ici. Quand vous croquez, c'est amer, après ça commence à prendre des goûts succulents. Une vieille maman un soir se lève, va à l'hôpital et dit qu'elle a un poumon qui lui fait mal. Et les médecins disent que ce sont les inhalations d'une usine qui s'appelait Intrap, dans la région d'Aquitaine. Luc Michel a cité un monsieur très illustre, un très bon Français, qui a aidé la France à être ce qu'elle est aujourd'hui. Décide donc qu'il faut notamment sauver les Français qui ne meurent pas et d'aller installer une usine notamment dans la région du Biafra. Alors qu'en réalité, il savait déjà qu'il y avait quelque chose de sérieux qui va se tramer là-dessus.
ça fait des millions de morts. Donc l'une des conséquences est notre part au Cameroun qu'on a eu à Bakassi. Parce que la position du Cameroun en son temps avait été considérée par les Français comme une position qui n'allait pas dans le sens de leurs intérêts. Parce que je crois qu'on avait un jeune garçon qui était secrétaire général de l'OUA. Et c'est à l'OUA que l'affaire devait se régler. On avait déjà saucissonné. Et le Cameroun a dit qu'il ne peut pas l'accepter. Quand on a des exemples comme cela, je crois qu'il faut seulement dire aux Africains qu'on nous a bassiné l'esprit, et Jean de Dieu le dit toujours, que le pétrole est une malédiction, ne regardez pas. Je suis dans un pays où un chef d'État avait dit, faites tout, mais ne parlez pas du pétrole. Et un matin, on va se promener chez quelqu'un à qui on avait dit qu'il n'y a pas de pétrole dans son village. Et il se pose des questions. Comment ça peut être une malédiction pour nous? Vous êtes assis au milieu des gens qui prospèrent grâce au pétrole. Le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Congo. Et on dit que la Guinée équatoriale ne peut pas avoir du pétrole. On leur demande de danser la bakouya le soir avec le cacao. Il lui fallut une cassure historique qui voulait donc qu'un matin, on se rende à l'évidence qu'il est impossible que le géant nigérian ait du pétrole, voisin de la Guinée équatoriale, que la locomotive de la SEMA, le Cameroun, ait du pétrole, que le Gabon ait du pétrole, et le petit point qui les entoure n'ait pas de pétrole. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, et le professeur l'a fait remarquer, c'est ce que nous faisons avec le pétrole. Et c'est ça qui crée les conflits. Oui. Il a dit 50 millions de milliards de dollars de bénéfices. En réalité, c'est parce que partout où passait le pétrole, rien ne restait entre les mains de ceux qui avaient découvert le pétrole. Vous savez que la plus-value du Pablan Tchad-Cameroun, en son temps, peut-être après ça a changé, le seul Africain qui avait gagné de l'argent sur le corridor Kribi-Dobat, c'était le gars qui coupait les ongles aux Américains. Un Tchadien. Il s'était spécialisé dans la coupure des ongles. Le reste, c'est un peu de sida, un peu de prison, un peu d'abandon de cacao, un peu d'abandon d'école, parce qu'on ne comprend pas. Mais les Obiangema sont venus remettre des choses en place. Et c'est là que le conflit est résurgent. Parce qu'il n'est pas question que cette matière stratégique réveille les esprits de ceux qui disent qu'ils peuvent se développer à travers le pétrole. Il y a un pays qui a connu 14 coups d'État, 14 présidents partis, c'est le Niger. Je ne sais pas si ça a changé là-bas. Et un matin, le dernier que j'ai lu, c'était en 1973, Séni Kounché, qui s'était posé la question, comment on dit que le Niger est un pays pauvre? Alors que la matière qui rend la France forte, prospère, présente au sein du groupe de 4, de 5, de 6 et de 8, c'est Areva. Ouais. Et la matière stratégique, 3 jours après, il n'était plus chef d'État. Et ça a été le sort de tout ce qui ont suivi après. Mais à l'époque, ça s'est passé facilement. On manipulait l'opinion, on disait non, c'était un dictateur, c'était... La difficulté aujourd'hui, c'est que ça ne passe plus. En tout cas, et nous parlions tout à l'heure, last but not the least, pour ne pas monopoliser la parole, j'ai dit, je donne que les exemples. Le professeur a balisé le terrain scientifique. On nous a dit qu'en Centrafrique, c'était une affaire entre chrétiens et musulmans. Après, ce n'était plus chrétien et musulman, c'était nord contre sud. Mais c'est autant on en dit de la Guinée équatoriale, autant on peut en dire de la République centrafricaine. Comment comprendre qu'elle a entouré du Tchad? Pétrole. Cameroun, pétrole. Mali, pétrole. Nigeria, pétrole. Et le professeur nous a dit qu'il y a le bassin du lac Tchad qui est pétrolifère. Et qu'elle soit biberonnée depuis l'esclavage, la colonisation et les indépendances, s'il y en a eu, par la France. Il y a un réel problème. Et ce qu'on a voulu faire avec l'affaire de Tradex, c'est de créer un conflit entre le Cameroun et la Centrafrique. Et je comprends pourquoi des incursions des
Seleka était récurrente dans le côté camerounais. Parce qu'en son temps, nous, on croyait que on veut aider ce pays à revenir dans le giron des nations qui doivent être stables, en envoyant notre armée et en envoyant Trades aller donner le pétrole gratuitement pour les chars et tout ce qui venait. Dès que les Nations Unies ont décidé de prendre en charge la question du lubrifiant de l'armée multinationale qui y était, il vous suivait en son temps, qu'on avait voulu chasser, Tradex. Et ça peut énerver les Camerounais qui ne comprennent pas que nous, on va à la rescousse d'un frère qui est en danger, et quand ça commence à tomber, on nous chasse. Heureusement, comme je l'ai dit, pour appuyer ce que le professeur a dit, ce qui s'est passé en 60, en 70, n'est plus la même chose qu'en 2015. On ne peut plus continuer à tromper le peuple africain indéfiniment. Voilà, merci à vous François. Bikoro, on peut plus continuer à tromper le peuple africain indéfiniment. Voilà, c'est ce qu'on retient de ces propos-là. On va passer du côté du Standard et prendre cet appel du pasteur Soa depuis le Ghana. Alors bonsoir pasteur Soa, bienvenue à cette émission. Vous votez et puis vous contribuez. Bonsoir, le professeur qui vient tout à l'heure encore de démontrer. Bonsoir François Bikoro. Bonsoir à tous les frères ministres. Je voulais vraiment intervenir ce soir. Il faut dire que c'est un sujet vraiment qui est à la base de plusieurs conflits dans le monde et précisément en Côte d'Ivoire. Je vais d'abord voter Constantia Obianga. Je vais voter Eka Debi Iko. Je vais voter Amaï Grace Mugabe. Je vais voter Anapola De Santos. Et Chantal Bia, TDB, ça c'est une femme de l'Afrique. Voilà. Et maintenant, c'est que, qui a tout à l'heure posé la question, quelle est la valeur du pétrole et quelle est sa place. Je dis que la valeur du pétrole en Afrique aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo pouvait dire qu'aujourd'hui nous sommes rentrés dans l'énergie. Donc on peut aussi également concurrencer avec les autres nations, ce qui veut dire l'énergie qui sont également dans le sous-sol, on doit faire face à ça. Donc, ta question qui veut dire que c'est une question également qui est d'actualité et ça doit préoccuper plutôt les nations africaines. Vous voyez, il y a plus de 400 plus découverts en Côte d'Ivoire et qu'on peut exploiter à 200 ans. Vous voyez, et il y a aussi une découverte et des réserves de gaz au large de 60 ans. Mais vous voyez, aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est en guerre, si la Côte d'Ivoire est vraiment dans les mains de ces hommes, dans les mains des Occidentaux, dans les mains de ces hommes qui se disent, soi-disant, les frères de paix, l'ONU, la LICON, la France, 43 du mal, tout ça, là-bas. Mais c'est à cause des ressources de la Côte d'Ivoire. Parce que pendant qu'ils sont en train de mettre à terre, ils sont en train de piller les ressources, ils sont en train de piller le pétrole, ils sont en train de pomper le pétrole. Et c'est ce qui fait le conflit dans le monde. Vous voyez le golfe de Guinée. Vous avez dit que le golfe de Guinée, tout le pétrole du monde est renversé dans le golfe de Guinée. Parce que le golfe de sous-continent a des difficultés et les Américains n'arrivent plus également à aller là-bas à poser devant les pistons. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il trouve également une nation ou bien un continent tel que l'Afrique. Il faut créer des guerres pour pouvoir rendre également des choses de pouvoir également nous arracher le pétrole. Mais je voulais également expliquer ce soir tous les chefs d'État africains. Et que tous les chefs d'État soient conscients, qui prennent une prise de conscience et qui portent également une prise de conscience de sorte de pouvoir également sécuriser avec l'armée, avec ce qu'il faut pour pouvoir protéger le golfe de Guinée. Parce que le golfe de Guinée répond à assez de potentialités sur le plan pétrole. Et c'est ce qui fait aujourd'hui les guerres. Donc je vais m'arrêter là maintenant, c'était pas ce soir depuis le Ghana. Merci. Voilà, merci également à vous, pasteur Soa. Bonsoir. Et donc, Jean de Dia ici, je me retourne. Bon, voilà, le Standard nous signale il y a un autre appel. On va peut-être prendre cet appel là aussi. Donc, bonsoir, cher monsieur ou madame. Bienvenue à cette émission. Vous votez et puis vous contribuez. Bonsoir, Manuel Siquet. Je vote pour Madame Idriss Déby. Je vote pour Madame
Chantal Biya du Cameroun, une fois. Je vote Madame Obiangema une fois. Je suis très content de ce plateau avec mon frère Jean-Didier ici et mon frère personnel Luc Michel. Tous les blancs ne sont pas mauvais. Nous avons au moins un blanc qui défend la cause africaine, la cause des nègres, comme on a l'habitude de nous appeler. C'est un grand plaisir de partager le festin avec vous parce que Afrique Média aujourd'hui est en train de faire connaître aux Africains les vrais problèmes qui minent notre continent. Merci beaucoup mon frère Jean-Didier Haïssi. Avec tout le développement que j'ai suivi à l'entrée de ce débat, j'ai compris encore une fois de plus quand on disait que c'est Total qui avait créé les problèmes au Congo Brazzaville. Je ne pouvais pas tellement croire. Mais aujourd'hui, le même problème se retrouve en République centrafricaine. Et je suis convaincu que si les forces endogènes, comme mon frère Diabdi a l'habitude de dire, continuent à être complices avec les forces exogènes, le problème ne va jamais finir en Afrique. Je me pose aussi la question de savoir, le nouveau président centrafricain est-il africain ou bien africain blanc? Parce que nous avons des noirs, des africains blancs, et nous avons aussi des blancs africains comme Luc Michel, les gens qui défendent les causes d'un continent. Merci à vous. Nous vous appelons juste pour témoigner que nous sommes à l'écoute de ce que vous dites. Mon frère Bikoro, vous aurez toujours la chance de continuer dans ce que vous faites. Parce que nous, le peuple africain, la jeunesse africaine, nous prions pour vous tous. Merci à vous. Bonne soirée et bonne continuation dans tout ce que vous faites. Merci également à vous, monsieur. Bonne soirée. On reste au standard. Bonsoir. Vous votez puis vous contribuez. Donc, on va reprendre l'antenne dont je m'adressais à vous. Jean de Dieu ici. Finalement, on a l'impression que l'Afrique est donc facilement accessible. Pourquoi? Ces réserves africaines sont donc parmi les plus accessibles pour les compagnies pétrolières occidentales. La plupart des autres principaux pays producteurs, Moyen-Orient, Venezuela, Mexique et tout, ne s'ouvrent pas à ces investisseurs étrangers, ou alors les conditions en tout cas sont plus rudes que celles qui sont présentées de côté de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est donc devenue la zone la plus accessible des multinationales pétrolières? Manuel Asike, je suis très respectueux de la méthode que vous avez utilisée ce soir. Vous avez préparé l'émission et vous avez donné un canevas qui nous oblige à la déduction en passant par un décor technique qui fait observer aux Africains que le sol africain n'est pas maudit, que les Africains ne sont pas maudits. Cela nous permet tous de déduire que nous comprenons clairement ce qui est organisé par la communauté internationale occidentale. On est parti de l'esclavage, déportation. On a stabilisé la prédation d'Afrique avec les termes de colonisation. Aujourd'hui, on a progressé tout simplement avec des mécanismes de mondialisation qui signifie que les biens du monde appartiennent à toute la communauté humaine. Un village planétaire. Un village planétaire. Les bons discours. Et le discours que je viens d'entendre du professeur d'université n'est pas habituel. Celui qu'on entend habituellement avec des professeurs de mondialisation, ça ne nous montre pas la vraie face de la mondialisation. C'est qu'on entend de la coopération. C'est avec des théories des relations internationales qui savent peindre la beauté des relations internationales, même si certains rappellent
Et ils aiment le rappeler habituellement. Qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il y a les intérêts. Ça là ne résout pas le problème. L'intellectuel africain, c'est exactement ce décor technique qui fait de nous, finalement, on n'était pas que les brailleurs et les aboyeurs. J'utilise la méthode déductive, comme François Bicoro, pour venir à vous rappeler que oui, l'Afrique est vulnérable aujourd'hui parce qu'il y a la rebipolarisation du monde avec le décor de s'ouvrir à la pluralité des pôles diplomatiques. La diversification diplomatique oblige aux États qui ont été balkanisés sur la base de la conférence de Berlin, fabricant des chasses gardées. Alors la présence de la Chine, de la Russie, met en difficulté le pôle occidental, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, la France, pour dire l'Union européenne. Et donc cette rebipolarisation du monde, l'Afrique se retrouve être le champ de bataille, le champ de moisson. Ça, c'est la première explication simple. La deuxième explication, qui est aussi logique, c'est que les États africains observent davantage ce que vous appelez l'intangibilité des frontières. Et c'est des États balkanisés, incapables de constituer un pôle fort et d'être les États-Unis d'Afrique. Par contre, on s'organise en Union européenne pour mériter les instruments de pillage, comme l'accord de partenariat économique. Pour mériter la grande puissance, je vous ai présenté la puissance française avec les 5 E. Ces 5 E, je vais toujours rappeler, cette fois-ci, je vais d'abord progresser vers la logique. Quand vous voyez les États-Unis d'Amérique, c'est des grands blocs. Vous voyez la Chine, c'est un très grand bloc, même la Russie. Cela fait que les États vulnérables qui ont été balkanisés n'ont pas de force. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas de force dans la civilisation qui a une arme forte, l'arme de la technologie, qui a une arme forte, la conceptualité constructiviste. Nous sommes vulnérables. Les États arabes, le grand événement qui a eu lieu, lorsque les Collins Powell ont commencé à nous présenter les tubes à essai, on nous disait par le mensonge international que M. Saddam Hussein était en train de préparer une bombe atomique, etc. On est allé l'égorger. Cela fait ce qu'on appelle la levée de bouclier. Les Arabes n'ont pas consommé ce crime légalisé par l'Organisation des Nations Unies comme étant un acte à encourager. Par contre, qu'est-ce qu'il y a eu en Afrique? Mamadou Tandja, il suffisait qu'il vende, qu'il donne les permis d'exploration d'uranium, pas l'uranium du Mouraren. Au Niger, on rappelle. Nous sommes au Niger, il a donné au Portugal, aux Canadiens, à d'autres puissances. La France a estimé qu'il ne méritait plus d'être le pantin protecteur, le boutiquier protecteur de son uranium. Il faut bien que cela soit connu de tous les Africains. Idriss Déby Itno, que nous accompagnons aujourd'hui comme résistant, il est le seul qui a dit à la Banque mondiale que, écoutez, vous me demandez de garder les réserves de pétrole pour les générations à venir. Alors que les générations d'aujourd'hui, enfin, on peut le considérer comme résistant. Mais jusqu'à quand va-t-il résister? On pense également à Muammar Kadhafi pour aller dans le même sens. Lorsque vous prenez la situation de Muammar Kadhafi, et les Africains n'ont pas été capables de s'unir et de dire non aux résolutions des Nations Unies, les résolutions qui sortent du Conseil de sécurité pour montrer la faillite de la gouvernance internationale occidentale, nous n'avons rien dit. Et vous vous posez la question, l'Afrique, pourquoi est-ce qu'elle est vulnérable? Parce qu'on est incapable de dire, de prononcer un discours de consensus. Vous vous rappelez que le Gabon, les petits pays, le Gabon, le Nigeria, etc., étaient partis
signé cette résolution 1973 et 1950. C'est en cela que certains ont raison de dire que le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce que les Africains n'ont pas de force et ils sont incapables de s'unir pour avoir un son de cloche. Lorsque vous progressez, je ne voudrais plus parler de Muammar Kadhafi, je vais parler d'un pays qui est le nôtre, on l'appelle le Cameroun. Le Cameroun est producteur de pétrole, mais les Camerounais ne consomment pas le pétrole qui sort du sous-sol camerounais. On vous explique un mécanisme compliqué. On vous explique ce qui a été fait de la Sonara. On vous explique des choses que vous n'allez jamais comprendre. Vous constatez tout simplement que les sociétés qui créent du pétrole au Cameroun ne sont même pas les sociétés camerounaises. La SNH, la Sonara. Vous n'y comprenez rien. C'est des explications techniques et technologiques telles que vous n'y comprenez rien. Vous commencez à comprendre. Lorsqu'il y a eu quelques aboyeurs et quelques brailleurs, lorsqu'on vous expliquait que la guerre de l'école occidentale ne serait un péché. C'est une guerre parce qu'il y a de l'uranium à Guider. C'est une guerre parce que la présence chinoise ne plaît pas aux Français et aux Américains. Nous l'avons dit et nous allons le soutenir jusqu'à ce que notre dernier goutte de sang tombe. Je sors avec les mécanismes compliqués. Et c'est ça qui est le plus important de mon propos ce soir. Je veux que les Africains retiennent que il y a un mécanisme qu'on appelle les comptes d'opération. Je ne vais pas expliquer les questions de masse monétaire. Je ne vais pas rappeler que la monnaie est fabriquée à Chamalières en France. Ça s'appelle franc des colonies françaises d'Afrique. J'ai envie de faire savoir aux Africains que la France puise le pétrole du Cameroun gratuitement et fait la promesse par un mécanisme compliqué qu'on appelle les comptes d'opération. La France n'a jamais versé les devises dans la trésorerie camerounaise pour avoir puisé le pétrole camerounais. Cela signifie en d'autres termes que si le Japon venait à acheter le pétrole camerounais, le Japon ne va pas verser de l'argent dans la trésorerie camerounaise, va verser de l'argent dans un compte qu'on appelle compte d'opération. Allez voir le mécanisme, vous allez, et j'appelle les techniciens de la matière pour expliquer aux Africains comment la France achète le pétrole du Cameroun, le pétrole des petits pays membres de la zone franc. C'est un thème de débat et appeler les techniciens pour qu'ils expliquent aux Africains dans quelle prédation, dans quelle agonie nous sommes victimes. Voilà, merci à vous, aux gens de Dieu ici. On va rentrer du côté du standard et prendre cet appel depuis le Cameroun. Bonsoir, vous votez et puis vous contribuez. Oui, l'enfant moyen, c'est que je vais mettre à faire en termes, je vais faire le prix du temps et je préfère participer à l'émission. Et puis, je souhaite d'avoir bonne soirée à M. Grand de Dieu ici qui vient de parler. Et moi, je te suis en disant que, à moins qu'on pense que nos chefs d'État sont de gros enfants qui ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, nous pouvons penser que les premiers forces d'endogènes sont les chefs d'État. Parce que quand les Français viennent faire les contrats en Afrique, je pense que c'est avec leur accord. Et je ne pense pas que l'un de ces chefs d'État c'est encore qu'un jour opposé à un de ces contrats de manière ouverte. Je pense simplement que si les Français continuent à piller l'Afrique, c'est avec l'aval de nos chefs d'État qui sont les premiers forces endogènes et auxquels nous devons tous nous opposer. En principe, on a parlé de contrats pétroliers qui vont à l'encontre des intérêts africains. Est-ce que ce combat, est-ce que les Français sont venus s'imposer par la force? Je ne crois pas. C'est sur la base des contrats passés par nos chefs d'État. Et pendant que nous débutions sur les plateaux à défendre, il n'y a aucun de ces États qui peut nous dire
nous sommes contre tel contrat ou tel autre contrat. Je pense que nous devons commencer par poser des questions sur un autre débat. Pourquoi la défendre des intérêts qu'on les protège? S'ils ne sont pas là pour défendre les intérêts, qui dégagent les Français et qui mettent la place aux véritables enfants d'Afrique. Je vous remercie aujourd'hui. Bonsoir à M. Ducoro. Voilà, merci également à vous, bonne soirée. Alors Luc Michel, avec cette dernière intervention de la part de ce téléspectateur qui remet aussi, en tout cas, qui pointe également du doigt nos dirigeants africains. Alors maintenant, on se pose quand même la question, finalement, qui d'entre les États africains et ces compagnies pétrolières sont plus coupables de ces abus? Écoutez, c'est un système, c'est un rouage, c'est un cercle vicieux. Il y a, pour que des compagnies pétrolières puissent acheter à bas prix spoliés africains du pétrole, il faut qu'il y ait évidemment des gouvernements qui acceptent, des politiciens. Le problème de l'Afrique, c'est l'absence de l'État. Qu'est-ce qui permet à des multinationales de faire la loi en Afrique? C'est l'absence d'État. Il y a la décolonisation a laissé l'Afrique sans véritables États, ou les a détruits dans les années 80, entre les ajustements structurels du FMI et le discours de la Baule qui a voulu imposer le multipartisme de type parlementaire occidental en Afrique. Qu'est-ce qui permet à ces multinationales d'être si puissantes? C'est parce qu'il n'y a pas d'État en face d'eux. Il y a d'autres gens qui sont victimes de la concupiscence des multinationales du pétrole. Ils ont essayé en Russie. Vous savez qu'en Russie, l'Union soviétique s'effondre. Il y a une fédération de Russie qui se crée avec Boris Eltsine. Tout le monde en rit. C'est un État qui est pris littéralement d'assaut par ces multinationales, se crée une classe à la fois politique et économique, c'est ceux qu'on appelle les oligarques. Il y a des oligarques en Afrique aussi, on ne les appelle pas comme ça. À un moment donné arrive Poutine, et Poutine c'est la réaction, c'est pas un homme seul, c'est la réaction de tous les gens, de tous les serviteurs de l'État russe qui ont dit ça suffit. Quand Exxon, il faut savoir, Exxon, la plus grande multinationale américaine, Exxon a eu comme directrice Condoleezza Rice, qui a été aussi la chef de la diplomatie américaine au début de ce millénaire. Il y a un pétrolier d'ailleurs d'Exxon qui porte son nom. Bush, c'est la même chose, ce sont des pétroliers, c'est courant. Quand Exxon a voulu s'emparer du pétrole russe, ils se sont adressés à un oligarque, c'est M. Khodorkovsky, qui s'apprêtait à vendre le pétrole russe aux Américains. Ça s'est passé en 24 heures, il a été arrêté, menotté, il est resté plus de 10 ans en Sibérie. Poutine a créé un système qui n'a pas été la nationalisation, mais des compagnies avec une économie dirigée. Ça s'appelle Gazprom, ça c'est pour le gaz, parce qu'on oublie le gaz. Le problème du gaz est similaire à celui du pétrole. Le gaz va même devenir de plus en plus important, puisque c'est probablement la dernière énergie fossile qui va être utilisée. Donc le gaz va devenir de plus en plus important que la guerre en Syrie, par exemple. Elle s'explique aussi, pas par des raisons géopolitiques uniquement, pour le contrôle des oléoducs du gaz. Que se passe-t-il donc à ce moment-là? Eh bien, Poutine a mis en place une série de grandes compagnies avec un actionnariat de l'État. C'est ce qu'on appelle une économie non pas nationalisée, mais dirigée. C'est-à-dire que les compagnies pétrolières russes ne font pas ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent dans le cadre de la défense des intérêts de l'État russe. On ne voit pas de Gazprom, à part en Guinée équatoriale justement, où il y a un équivalent de Gazprom, où il y a des régimes mixtes où l'État équato-guinéen a des intérêts. Mais c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi les multinationales se sont-elles cassées les dents en Russie? Et pourquoi en Afrique ont-elles cassé les dents des gouvernements et peuples? Parce qu'en Russie, il y a un État fort, il y a une armée, il y a des moyens de défense, parce qu'on ne laisse pas non plus ni les multinationales, ni les ONG occidentales faire ce qu'elles veulent. Il y a des lois qui interdisent, par exemple, maintenant, de financer des partis d'opposition bidons en Russie. L'Afrique, elle aura une autre solution. C'est cette Union africaine que défendait Kadhafi. En fait, nous sommes en train de débattre depuis le début sur une phrase de Kadhafi. C'est Kadhafi qui a dit, mais il ne pensait pas ce qui allait arriver à Sajameria. Il a dit, le pétrole n'est pas une malédiction pour les peuples. Ouais. Parce qu'il avait vu ce que lui faisait du pétrole. Quand il arrive au pouvoir,
Il faut suivre l'exemple de Kadhafi. Ce sera ma chute, justement. Oui. En 1969, il y a une révolution qui n'est pas un coup d'État militaire. C'est un mouvement politique qui existe depuis plus de 10 ans, avec des cellules. Kadhafi crée ce qu'on appelle la révolution du 1er septembre. Il commence par expulser, retenez l'ordre, il commence par expulser les bases militaires, anglaises et américaines, parce que c'est un pistolet sur la tête des Libyens. Et puis, on négocie. C'est fini les multinationales qui s'emparent du pétrole libyen, qui font ce qu'ils veulent. La Libye dirige la prospection, dirige la production, parce que ça n'intéresse pas Kadhafi qu'on pompe tout le pétrole en 10 ou 15 ans. L'État libyen se développe. Lorsque, en 2011, en février 2011, la Jamaïria libyenne est agressée, c'est l'État le plus développé d'Afrique, et le niveau de vie est celui des États du Sud de l'Union européenne, le Portugal par exemple. Qu'est-ce que Kadhafi a fait? Il a pris le contrôle du pétrole, et pas comme on a raconté, parce qu'on dit toujours qu'il n'y avait pas d'État en Libye, c'était l'inverse. La Libye, c'était un État ultra politisé. Il a créé une Libye forte, avec une armée qui était forte longtemps. Il a fait une erreur à la fin, c'est qu'il a cru qu'il pouvait s'entendre avec les Occidentaux dans une espèce de coexistence pacifique. Ça a été une erreur. Mais l'exemple de Kadhafi reste un exemple pour l'Afrique. Le pétrole n'est pas une malédiction s'il est dans les mains du peuple. Il est une malédiction s'il est dans les mains de fantoches. Et ça sera mon tout dernier mot. Oui. Prenez le cas du Burundi. Le Burundi, on a trouvé du pétrole il y a 3 ou 4 ans. Le président Nkurunziza, il a donné le pétrole aux Chinois. On a trouvé des matières stratégiques. Il a donné l'exploitation des mines aux Russes. Immédiatement, ce président qui était bien vu des Occidentaux, il a eu 4 prix en Californie des universités américaines comme étant le meilleur gestionnaire de l'Afrique. Eh bien, ce président subitement devient un dictateur sanglant parce qu'on veut le pétrole du Burundi. On veut, et ça se passe partout comme ça. Voilà la clé. Donc, il n'y a pas de malédiction à condition de ne pas le voir. Et évidemment, comme vous le dites, il y a une classe politique, malheureusement, qui a accepté ça. C'est le cas de Tradek, c'est un ministre qui s'oppose à une décision de toutes les cours de justice de son pays, parce qu'il s'est fait tirer les oreilles par l'ambassadeur de France. Écoutez, une chanson de Michel Sardou, Le bon vieux temps des colonies. Pour Total en Afrique, c'est toujours le bon vieux temps des colonies. Voilà, merci à vous Luc Michel. Un autre appel en ligne. Bonsoir, vous votez et puis vous contribuez. Bonsoir aux indépendantistes africains, bonsoir aux utilisateurs du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ses pseudo-dirigeants en esclavage. Je veux voter symboliquement pour Mme Simone Gbagbo, qui est l'une des femmes qui a décidé, qui a fait le choix de sacrifier sa vie pour la libération de l'Afrique. Et par respect pour elle, je fais le choix de ne pas voter pour les autres dames qui, on ne sait pas tout. Bref. Il y a un homme qui a écrit, quelqu'un d'assez sérieux, qui s'appelle Rothschild, qui a dit « Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. » Ça veut dire que celui qui contrôle notre monnaie contrôle tout ce qui existe sur le territoire national. Je vais parler essentiellement des pays de la zone CFA, si vous voulez, les pays qui utilisent le franc des colonies françaises d'Afrique. Nous avons à la tête de nos États ce qu'on appelle des gouverneurs noirs. À Paris, c'est comme ça qu'on les appelle. Monsieur Valls vient d'arriver, il allait dans un pays, je ne sais pas si c'est le Mali ou je ne sais pas, le Niger. France 24 écrit, alors qu'il est reçu par le président de ce pays, France 24 écrit, il est reçu par son homologue. Président qui reçoit un premier ministre, on met homologue. Donc vous voyez, parler du pétrole, on va parler du pétrole, on va parler je ne sais pas trop de quoi, mais moi je crois qu'on est un peu en plein délire, excusez-moi de dire, pour ce qui concerne l'économie, ceux qui utilisent le franc CFA. Pourquoi? Le Cameroun, pour parler du Cameroun, tout appartient aux Français. Notre carte d'identité nationale, ça veut dire que si on décide de faire la guerre avec des pays étrangers, pour savoir qui je suis, on va à Paris. Vous comprenez ce que je veux dire? Notre carte d'identité nationale, le président du Cameroun l'a donnée à la France. C'est la France qui fait notre carte d'identité nationale. Regardez tout ce qui se passe en Afrique. Le président français dit que Gbagbo, tu n'es pas élu. On ne reconnaît pas ça. Tout à l'heure, il y a quelque temps, la justice française vient de dire qu'on enlève l'immunité du vice-président de la Guinée équatoriale, celui qui a le fils au bien. Mais vous voyez des choses, parce que nous ne sommes rien à leurs yeux. Alors, le préalable, ce par quoi nous devons commencer, c'est d'abord notre indépendance. Qui contrôle le
pétrole au Cameroun. C'est le Cameroun, c'est le chef de l'État camerounais. À mon avis, non, il ne contrôle rien du tout. Comment pouvez-vous expliquer que dans notre pays, le port, tous nos ports appartiennent à Bolloré, le rail appartient à Bolloré, le pétrole est contrôlé par Total, les plantations, nos terres appartiennent à Bolloré. Comment vous comprenez cela? Qu'est-ce que vous m'appelez pétrole? Maintenant qu'ils prennent le pétrole mais qui nous donne notre monnaie. Mais comme on a la souveraineté monétaire, à partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut. Comment vous comprenez cela? Ils font venir des États-Unis pour venir contrôler, pour venir aider nos soldats. Alors que tout le monde, même le plus idiot du monde, c'est que là où les États-Unis sont passés dans le monde, c'est le chaos après. Comment vous expliquez cela? Regardez, pas un jour ne passe sans qu'il y ait un attentat actuellement au Cameroun. Vous expliquez ça comment? Donc vraiment, les histoires de pétrole, c'est bien beau. C'est sympa, c'est agréable de dire, bon, Paul Biya, machin, il faut qu'on dirige. Mais ce ne sont pas des dirigeants, ce sont des gouverneurs noirs, messieurs. Ils ne sont rien. Le Premier ministre français dit, il vient au Cameroun, il vient à 23h. On attend, on danse, tout le monde est fatigué, mais on le reçoit en grande pompe. C'est ça notre réalité, mes frères. Donc commençons par ce qui est élémentaire, obtenir notre indépendance. C'est capital. Le reste là, ce n'est que de la fiction. Je vous remercie. Merci également à vous, monsieur. Merci. Merci pour votre intervention. Donc, pasteur Pondy. Bon, vous allez m'excuser, pasteur Pondy, on va prendre notre appel du côté du standard. Alors, bonsoir. Vous votez et puis vous contribuez. D'accord. Allez-y, monsieur, vous êtes à l'antenne. Oui, alors est-ce que je peux aller? Oui, bonsoir Afrique Média, c'est Jeffat depuis Montréal au Canada. Le sujet de ce soir est très intéressant. Je n'ai pas grand-chose à dire. Nous sommes juste très contents de vous écouter. Tous ceux qui sont en train d'intervenir disent des choses qui sont importantes pour nous, qui nous servent à nous édifier, qui nous permettent de comprendre le contexte dans lequel nous évoluons. Nous devons contrôler nos matières premières, nous devons contrôler nos ressources, nous devons. Il est temps de passer à l'action. Si nous continuons à juste bavarder, cela ne nous servira à rien. Il nous faut passer à l'action. Je convoque les forces, comme notre grand frère Jean de Diaïsi aime à le dire. Nous convoquons les forces africaines. Nous convoquons toutes les manifestations métaphysiques, que les Africains se mettent debout. Donnez-nous un ordre. Notre grand frère et lieutenant que je vais appeler à partir d'aujourd'hui, notre général Jules Diawé, qu'il nous donne le mot d'ordre et nous allons nous mettre en marche. Nous allons nous mettre en rang pour défendre notre souveraineté. Comment est-ce qu'on peut comprendre que le tribunal, tous les instances du tribunal donnent raison et un ministre sort d'on ne sait où et qui est en train de vouloir annuler les décisions? Où est-ce que tout cela vient? Donc il faut que ces gens quittent nos territoires comme les Algériens l'ont fait. Nous devons nous mettre en marche pour que cela soit fait. Je pense que oui, Afrique Média, vous nous formez, c'est une bonne chose. Merci d'exister pour nous, mais il nous faut passer à l'action. Nous attendons le mot d'ordre du général Jules Diawé et nous allons les bouter hors de nos territoires. Merci Afrique Média, merci d'exister pour nous, bonsoir. Merci également à vous, monsieur. Merci. Donc, pasteur Pondy, décidément, vous allez encore m'excuser, je vais rester du côté du standard et prendre cet autre appel. Bonsoir, vous votez et puis vous contribuez. Bonjour Afrique Média, bonjour Manuela. Je vote la première dame du Tchad. Ensuite, je vote la Madame Obiang. Voilà, c'est tout pour les votes. J'aimerais participer à l'émission concernant le pétrole. Je salue d'abord le brillant exposé du professeur. Ensuite, je vais l'emboîter le pas, tout comme à Luc Michel, parce que Luc Michel a dit quelque chose de très important. C'est parce qu'on a d'abord détruit les structures étatiques. Et en cela, je comprends son combat contre le colonialisme, le colonialisme américain en Europe. Parce que moi, je vais prendre l'exemple de la Belgique pour expliquer à quel point les multinationales en Afrique
autant elles exportent l'Afrique, même en Europe, elles ont aussi quasiment les mêmes pratiques parce que le but, c'est vraiment de faire tomber les États. L'exemple que je vais prendre en Belgique, c'est l'exemple d'ExxonMobil Petroleum. Comprenez que dans ce pays européen, qu'on pourrait dire structuré, fort, ExxonMobil a gagné en 2014 1,413 856 000 euros. Mais ils ont payé 0% d'impôts au fisc belge, 0% d'impôts. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Solvay. Ils ont gagné environ 525 millions d'euros. Et l'État belge, non seulement ils n'ont pas payé les impôts à l'État, mais l'État belge les a remboursés environ 24 millions d'impôts. Donc c'est pour vous dire que si les entreprises comme ça, en Europe, ne payent pas les impôts, n'imaginez même pas ce qui se passe en Afrique. Vraiment, je crois que si on va vraiment dans les caisses noires du fisc africain par rapport à la gestion du pétrole et tout, on va tomber évanoui. Donc vraiment, je crois que l'absence d'État, c'est le cœur du problème. Donc Luc Michel a vraiment mis le doigt sur la plaie. C'est le cœur du problème. On a détruit les structures étatiques en Afrique depuis longtemps et c'est ce qui est en train de se passer en Europe, tel que je vous ai présenté pour le cas de la Belgique. Donc vraiment, je crois qu'il faut vraiment d'abord reconstruire l'État à la base, donc avec les vrais nationalistes comme l'intervenant précédent, Jules l'a dit. Je vous remercie de tout ce que j'avais ajouté. Merci également à vous, monsieur. Bonne soirée. Donc, je pense qu'on va, on va d'abord quitter le standard. Donc, pasteur Paul Pondy, on va peut-être se baser sur cette dernière intervention de ce téléspectateur. Est-ce que vous pensez également que le nœud du problème, là, c'est donc la destruction de l'État? Est-ce qu'il faut reconstruire dans les États africains pourquoi pas avoir la mainmise ou le contrôle total de notre or noir? Merci Manuela Siki. Déjà, je salue tous les Africains, tous les panafricanistes. Je salue le panel ici présent, tous les collègues qui sont là. Bon, s'agissant de ce problème épineux, quand j'ai écouté la brillantissime de la science par rapport à ce professeur qui a développé au début de cette soirée, il a développé tout ce qu'on attendait par rapport à la technique pour comprendre le mécanisme, le fonctionnement et pourquoi le problème. Et quand nous comprenons donc un scientifique, parce qu'il est dans son domaine, expliquer avec détail comment le processus se développe, comment les choses se passent, on est curieux de se poser des questions simples. On se pose des questions simples parce que là, on constate que les Africains, globalement, ils ont diagnostiqué le mal. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est les Européens. C'est ça le mal. La France, pour le Cameroun, par exemple, c'est le mal. Mais qu'est-ce que nous faisons? Au niveau de l'Afrique, il y a un problème de déficit d'amour. Les Africains ne s'aiment pas suffisamment. Il y a toujours des traîtres. Parce que quand on parle de conflit, le conflit naît de quelque part. Le conflit naît parce qu'il y a un traître qui va vendre la mèche. Et c'est ce qui se passe généralement dans les peuples d'Afrique. Voyez ce qui s'est passé par exemple au Congo. Quand j'ai vu ces Français tuer les Congolais, et comme mon frère François Bikoro disait maintenant qu'ils avaient des noms, tantôt Cobra, tantôt Python, tantôt ceci, véritablement on ne comprenait rien. Comment un homme qu'on avait applaudi en Afrique, ce monsieur qui est là, parce qu'aujourd'hui je n'ose même pas prononcer son nom, quand M. Lissouba, qui a été élu, parce que ces Européens, c'est eux qui nous parlent encore souvent de transparence, de tout, quand il a été élu, on a applaudi celui qui est là maintenant, qu'il avait véritablement fait quelque chose de bien. Mais comment il est revenu aux affaires comme un despote à cause du pétrole? Parce que Lissouba avait donné le pétrole congolais par rapport aux intérêts des peuples d'Afrique, aux intérêts des peuples de son pays, le Congo. Il n'a pas vu ça de cet œil que le peuple doit profiter. Regardez quand les Africains vont en Europe, on les appelle comment? Ils ont un nom qu'on a collé, immigrés. Et quand les mêmes chômeurs, les mêmes voyous qui dorment partout, on crée quelque chose parce qu'on vient piller les produits extradés du sous-sol africain,
Ils ont des noms coopérants et tout. Quelqu'un ne connaît rien, il n'a même aucune technicité par rapport à ce qu'il vient faire. Et c'est comme ça que certains sont venus encore en Afrique sous le prisme de l'évangile, mais ne maîtrisant rien de l'évangile. Et aujourd'hui, ça crée un problème. Donc, ils ont toujours été des personnes qui viennent, le mal est diagnostiqué. On sait que c'est eux qui apportent le malheur des peuples africains. Mais c'est les Africains encore qui sont là pour vendre les mèches, pour tuer les hommes comme Sankara. Tant qu'il y aurait des compaories en Afrique, il y aurait toujours des conflits. Alors justement, Pasteur Kokonji, puisqu'on aborde, donc, si on est en train de terminer avec cette thématique, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait donc faire pour éviter ce genre de situation? Il faut que... J'ai parlé de déficit d'amour au début. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Africains s'aiment d'abord. Qu'ils s'aiment, qu'ils soient sincères les uns vis-à-vis des autres. C'est très important, l'amour fraternel, l'amour sincère. Aujourd'hui, vous avez vu, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail ici, j'ai posé une question à mon frère là maintenant, parce que moi je suis allé les chercher à l'hôtel où nous sommes, et je ne les ai pas vus. Ça m'a gêné. Il faudrait qu'on ressente l'amour du prochain. On ne vient pas seulement parler, mais il faut vivre cet amour. Donc l'amour pour le Dieu incréé est vrai. Et quelqu'un disait encore que les athées et tout, ils ont l'éthique, ils ont les normes, ils ont la moralité, et bref, ils savent faire la part des choses, le bien et le mal. Et nous qui parlons donc du Dieu incréé, qui est vrai, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, nous devons effectivement matérialiser le contexte du respect du prochain, de l'amour du prochain. Et tant que cela ne sera pas respecté, les conflits par rapport aux produits du sous-sol africain vont toujours créer des morts, et des morts inutiles. Regardez combien nous avons perdu à Bakassi. Combien de personnes sont mortes à Bakassi à cause du pétrole? Combien de personnes sont mortes au Nigeria à cause du pétrole? Combien de personnes sont mortes en Libye, comme c'est le cas en ce moment? Regardez ce qui se passe en Libye. On nous dit jour et nuit que la manière où la France puise le pétrole libyen en ce moment, véritablement c'est scandaleux. Parce qu'il fallait qu'il tue Kadhafi pour venir prendre ce pétrole de cette façon, sans plus jamais payer un radis. Maintenant, mon frère Jean de Dieu ici disait qu'au Cameroun, on ne sait pas si le pétrole va à gauche, si ça va à droite. Parce que c'est les Français. C'est eux. C'est eux qui sont le malheur des peuples africains. Quand quelqu'un dit souvent, moi j'ai vu un Français, je vais terminer par là, par rapport à l'UPC, il a commis un ouvrage. Il était invité à la télévision nationale du Cameroun qu'on appelle la CRTV. On l'invite pour expliquer son ouvrage. C'était comme si c'était pas lui qui avait commis cet ouvrage-là. Parce que dans cet ouvrage, il y avait des points saillants qu'il fallait qu'il explique. Et là, il se rebiffait parce qu'il n'est pas sincère dans sa démarche. Voilà comment certains Français, ou bien la plupart de la classe française, parce que là, je soutiens à 200% ce que mes frères disent souvent. Et je dis aussi quand même qu'il y a du bon. Parce que quand j'ai entendu ce professeur dire, c'est l'école occidentale qui l'a formé comme ça. Ce n'est pas l'école de Meyomo Sala. Ce n'est pas l'école de Ngormapoubi où il a appris tout ça. Donc il y a du bon, on fait la part des choses, mais on dit, ces hommes, ils ne nous respectent pas, ces hommes, ils nous prennent comme des chiffons, et c'est ça qu'il faut enlever à la mentalité africaine. Et c'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est un humanisme cru. C'est-à-dire, nous dénonçons des choses, mais nous ne sommes pas également dans la démarche de mon frère Pius Ndiaoui, parce qu'un téléspectateur a appelé là maintenant, en disant, ce n'est pas le va en guerre. On ne va pas en guerre. Là n'est pas le débat, professeur. Oui, c'est ce que je tenais à dire. Merci, merci, pasteur. Donc, docteur Yam, finalement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce qu'il faut attendre la fin ou la mort du pétrole pour espérer en tout cas une paix en Afrique? Non, mais pas du tout. Pas du tout, il n'en est pas question. Le pétrole est là, il est têtu, en fait. C'est-à-dire que les États actuels africains existent ou n'existent pas, le pétrole, lui, il est là. Nous ne l'avons pas créé, nous l'avons trouvé. C'est une ressource, il s'agit de l'exploiter pour notre bonheur. Il est question, et ça c'est l'une des aspirations les plus légitimes de tout être humain, rechercher notre bonheur. Quel que soit ce qui a pu se passer autour de ressources naturelles comme le pétrole et bien d'autres, j'imagine que nous parlerons d'autres matières premières tout à l'heure, quelles qu'aient été les catastrophes qui ont jalonné ou qui ont entouré la gestion de ces matières premières, quel qu'a été malheureusement le vol dont l'Afrique a été victime, parce qu'on ne le dit pas souvent assez, mais
la plupart des matières premières, en tout cas celles qui sont puisées dans ce qu'on appelle l'Afrique francophone, eh bien, ne sont pas payées. Et c'est ça qui explique d'ailleurs que le président français Jacques Chirac qui dise si